Nous sommes dans les 26 minutes en Afrique et dans le monde. Bienvenue à tous. Nous démarrerons avec la CEDEAO et son partenariat avec l'AES, une rupture qui semble se dessiner à petits pas, mais dont les implications méritent d'être discutées. De l'autre côté, en République démocratique du Congo, une réforme constitutionnelle du président Tshisekedi divise autant qu'elle interroge. Pour en parler, l'analyste politique Rudolf Karl, bonjour à vous. Bonjour à vous, Maëlle, bonjour à Martial et bonjour aux téléspectateurs. Et l'analyste géopolitique Martial Akwete, bonjour à vous et merci d'être là avec nous. Bonjour, le plaisir est partagé. Alors, nous allons démarrer avec la CEDEAO. Depuis le retrait officiel pour les pays membres de l'AES, Confédération des États de l'Alliance des États du Sahel. Récemment, ils ont annoncé l'ouverture de leurs frontières aux ressortissants des pays de la CEDEAO sans obligation de visa. Tout en réaffirmant que leur retrait de l'organisation ouest-africaine est irréversible. Ma première question s'adresse à vous, Rudolf Karl. Voilà l'AES qui assouplit ses règles de circulation pour les ressortissants ouest-africains. Peut-on y voir une volonté de maintenir des liens avec la CEDEAO malgré leur retrait? Oui, ces États du Sahel savent qu'ils sont en train de quitter une organisation. Ils ne vont pas se déplacer de la région ouest africaine. Ces pays-là ne vont pas bouger. Les pays vont rester intacts et les peuples vont continuer à se mélanger. Donc, ils sont en train de quitter la CEDEAO pour les raisons qu'on sait, que c'est devenu un satellite des puissances impérialistes pour régler des comptes aux États récalcitrants. Ils l'ont dit de long en large. Maintenant, maintenant que cette étape-là est franchie, il faut penser à comment maintenir le lien avec les peuples de la CEDEAO. Parce que ces dirigeants n'ont pas, je pense que les décisions qu'ils prennent, ce n'est pas en tenant compte de ce que peuvent dire la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. C'est en direction des populations qu'ils prennent de telles décisions pour maintenir les liens qui ont toujours existé. Le Béninois, pour aller au Niger, ne comprendrait pas qu'on lui réclame un visa. Les États du Sahel ont donc pris une bonne décision. Il faut que la CEDEAO aussi aille dans cette dynamique de rupture à l'amiable. Ce divorce doit être à l'amiable. Il ne faut pas que ça soit violent parce que ceux qui vont en faire les frais, ce sont les peuples. Les dirigeants, ils n'ont pas les mêmes problèmes que le bas peuple, que nous autres. S'ils veulent, c'est des pays où ils n'ont pas forcément besoin d'aller. Mais nous autres, on a besoin d'aller au Mali, on a besoin d'aller au Burkina Faso, au Niger, qui sont des pays voisins. Donc, on ne comprendrait pas qu'on nous ferme la porte au nez tout de suite. Moi, je dis, ces pays ne seront pas les premiers à quitter la CEDEAO. Avant eux, il y a eu la Mauritanie dans les années 2000. Mais bon, les ressortissants de la CEDEAO pour aller en Mauritanie aujourd'hui n'ont pas besoin de visa. On a trouvé des accords de flexibilité pour permettre aux populations de continuer de continuer à vivre ensemble, parce que c'est ça le problème, à vivre ensemble. C'est pas parce que ces États-là ont quitté la CEDEAO que d'un coup il faut leur fermer la porte au nez. Non. Les peuples resteront toujours frères, des mariages entre Nigériens et Béninois ne vont pas cesser parce que les Nigériens ont quitté la CEDEAO. Donc, je pense que les dirigeants de la CEDEAO doivent se mettre dans le même état d'esprit que les dirigeants de l'AES, quand même, qui ont donné le chemin à suivre. On comprend maintenant qu'ils sont partis. Voilà les raisons pour lesquelles ils sont partis. Et puis, ils tiennent à ce que les relations de fraternité entre les peuples soient maintenues. Martial Akwete, les relations entre les frères doivent être maintenues selon Rudolf Karl. Qu'est-ce que vous en dites? Bien, je pense que Rudolf Karl a bien analysé la situation, déjà en mettant l'accent sur quelques éléments. Je pense que les dirigeants de l'AES, bien qu'en marquant une rupture avec
une rupture politique, de vision politique avec les autres dirigeants de la CEDEAO, ont gardé quand même un certain pragmatisme parce que, comme M. Rudolph l'a dit, l'espace géographique demeure et puis il y a des populations dont la migration, c'est le Mali, le Burkina Faso, le Niger, ont des ressortissants un peu partout dans la sous-région qui produisent de la richesse et il en est de même des ressortissants des 12 pays de la CEDEAO qui produisent également de la richesse à l'intérieur de l'AES. Et donc, il est important, malgré la rupture politique, de garder ce lien, de maintenir ce lien. Et puis, quand vous dites au départ que les pays de l'AES ont décidé de l'ouverture de leur pays, c'est-à-dire ils peuvent entrer, les autres ressortissants peuvent entrer sans visa, c'est pas qu'ils ont décidé de l'ouverture, mais c'est un message politique adressé également aux autres dirigeants. Le message politique veut dire simplement la réciprocité. Nous voulons également que vous permettiez à ce que nos ressortissants viennent dans vos pays sans le fait que vous demandez le visa. Et donc, en voulant passer ce message, nous décidons nous-mêmes de rester ouverts à vous. Et donc, clairement, le message, c'est que vous nous permettez également de circuler, parce qu'il y a également ces principes-là qui sont constitués, qui se retrouvent dans les tests de la CEDEAO, la libre circulation des biens et des personnes. Et bien que les pays de l'AES se retirent de la CEDEAO, il y a quelque chose quand même qui les maintient, qui les garde. Ils sont toujours membres de l'UEMOA. Alors qu'il y a un certain nombre de règles, de principes liés à la libre circulation des personnes qui sont repris dans l'UEMOA. Et donc, il y a également l'élément, la monnaie commune qu'ils partagent avec les autres pays. C'est une décision stratégique. Justement, donc, bien que ces pays-là quittent la CEDEAO, à quoi s'ils échappent exactement? C'est le protocole additionnel qui leur fait obligation voilà, de démocratie, de tout cela. Donc, en dehors de ce protocole, je pense que tout le reste se retrouve au sein de l'UEMOA. Et puis, ils ont bien fait juste de ne pas quitter l'UEMOA ou de ne pas avancer des idées pouvant amener à croire que celles-ci vont se retirer de l'UEMOA. Alors, Rudolph K., je reviens à vous. Les États de l'AES peuvent-ils réellement garantir une coopération transfrontalière efficace avec les membres de la CEDEAO? Je ne vois pas quels peuvent en être les freins. C'est le chemin qu'ils sont en train de montrer. Nous quittons une organisation politique, mais nous demeurons membres d'un espace géographique. Et les peuples vont commencer à circuler entre eux. Maintenant, même si les dirigeants de la CEDEAO veulent se venger de ces États-là qui ont quitté l'organisation, bon, il y a toujours des accords bilatéraux. Si la CEDEAO décide que, bon, parce que vous avez quitté l'organisation, vos ressortissants ne peuvent plus s'établir sur les territoires de la CEDEAO, le Bénin peut décider, par exemple, de passer outre une telle décision de la CEDEAO. On l'a déjà vu dans le cas de la fermeture de la frontière avec le Niger. Le Togo n'a pas appliqué les décisions de la CEDEAO. Les Nigériens, passant par le Burkina Faso, se sont approvisionnés au Togo. Et bon, le président togolais a clairement montré que lui n'est pas d'accord avec une telle décision. Donc, d'autres pays peuvent suivre ce chemin-là. Ce serait grave si la CEDEAO tentait de punir ces pays-là parce qu'ils ont décidé de quitter l'organisation, parce que il y a un risque de fragmentation de la CEDEAO elle-même. Elle peut en faire les frais. D'autres pays peuvent, qui ne se sentent pas déjà à l'aise, vous savez, entre les chefs d'État de la CEDEAO, ce n'est pas l'homogénéité, ils ne s'entendent pas tous sur les décisions qui sont prises envers ces États, qui sont prises envers ces États-là. Donc, si il n'y a pas une sorte d'assouplissement pour les mesures qui vont accompagner cette sortie de ces trois pays de la CEDEAO risque carrément d'imploser ou d'exploser. Ils ont mis un médiateur en la personne du président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, qui a clairement dit que lui, il pense que on peut maintenir ces trois pays
au sein de l'organisation, on peut maintenir l'AES. L'AES peut être une sorte un îlot dans le reste de la CEDEAO et que ça ne va pas empêcher que l'organisation continue de fonctionner normalement. Donc, quelque part, moi, je pense qu'ils sont suffisamment sages pour ne pas taper dur sur ces trois pays-là qui partent, parce que ça peut amener les peuples à se révolter contre ces dirigeants. C'est un piège, à mon avis, hein, que les pays de l'AES tendent à la CEDEAO. Nous, on est d'accord pour continuer à cheminer avec vous parce que nous estimons que ce qui nous unit, ce n'est pas les décisions politiques que vous prenez, ce qui nous unit, c'est les peuples. C'est nos peuples qui nous unissent. Donc, nous sommes d'accord à continuer à collaborer, à permettre aux peuples de continuer à se fréquenter. Mais si vous continuez, si vous voulez nous taper dessus selon les décisions que vous recevez des impérialistes qui vous téléguident, là, vos peuples auront le temps de le constater. Donc, c'est en quelque sorte un piège qui est tendu à la CEDEAO et gare à elle, si elle prend des décisions très dures contre l'AES, là, les peuples ne vont pas pardonner parce que quand ils ont fermé la frontière contre le Niger, dans la CEDEAO, très peu étaient d'accord pour une telle décision. Ils ne vont pas encore prendre le risque de prendre une décision qui va encore faire que leur peuple désapprouve une nouvelle fois. Un piège pour la CEDEAO. Massiala Akwete, est-ce que ce n'est pas cette rupture progressive avec la CEDEAO n'est pas une opportunité pour l'AES de redéfinir les relations régionales? Oui, certainement, quelque chose change ou quelque chose a déjà changé dans la sous-région depuis le retrait annoncé de ces trois pays et plus loin encore, la création de cette confédération, c'est pour marquer nettement une volonté politique à définir une vision autre que la vision prônée par les autres membres de la sous-région. Et donc, certainement, les cartes seront rebattues, mais pas de façon assez fondamentale parce que qu'est-ce qui a favorisé cette union ou qu'est-ce qui a été à la base des coups d'État? C'est la question sécuritaire, la question du terrorisme. Et puis cette question du terrorisme ne concerne pas seulement les pays de l'AES, les pays du Sahel, bien que ce soit là que cela se manifeste davantage. Il y a donc les autres pays de la région qui sont menacés. Le Bénin récemment aussi a subi suffisamment d'attaques par rapport à cela. Donc, ce changement que l'on peut observer ne serait pas fondamental en ce que les questions sécuritaires restent la même. Maintenant, la question est de savoir comment est-ce que nous adressons les questions sécuritaires par rapport aux autres. Quelle est la réponse que nous apportons? Et par rapport à cela, je pense que les pays de l'AES ne devaient pas faire cavalier seul parce que le mal du terrorisme demande une certaine coordination et cela nécessiterait la solidarité avec tous les autres pays. Et donc, bien que l'on quitte la CEDEAO, il faut quand même maintenir ce cordon de communication pour lutter efficacement contre le terrorisme. En dehors de la question du terrorisme, il y a également la question de la vision politique. Aujourd'hui, ces pays se réclament d'une certaine souveraineté. On veut se prononcer, on veut exprimer notre souveraineté. Là, je vais plutôt parler de souveraineté. Voilà, de souveraineté, veulent exprimer cela, ce qui semble être révolutionnaire. Et donc, à partir de ce moment, ça a commencé à changer les choses dans la région. Depuis ce moment, depuis ces mouvements qui ont été soutenus par les populations, cette volonté de se détacher de l'ancien partenaire, la France. Et cela s'est manifesté non seulement dans la sous-région, nous avons vu récemment le Sénégal, le Tchad ont demandé le départ de l'armée française. Et puis, il y a cet ensemble de jeux qui se jouent dans la sous-région ouest-africaine. Donc, fondamentalement, les relations vont rester les mêmes entre les différents acteurs sur des questions données comme les questions de sécurité.
En fait, j'espère que les relations vont rester les mêmes parce que si ce n'est pas le cas, ça devient dangereux. Et maintenant, pour ce qui est de la vision politique, alors là, il y a des changements de part et d'autre. On ne sait pas si les autres pays de la CEDEAO vont suivre le mouvement concernant le mouvement dont les pays de l'AES sont à l'initiative, ou si par la suite, on ne sait jamais, aujourd'hui il y a ces dirigeants militaires, on ne sait pas ce qui va se passer dans 2-3 années, s'il y aura d'autres changements, et est-ce que dans ce cas, les pays de l'AES, comme nous les appelons aujourd'hui, vont rejoindre encore cette famille politique que représente la CEDEAO? Sur un point, les dirigeants de la CEDEAO ont donné quand même, on va dire, un moratoire de 6 mois à ces États de l'AES. Ils se disent qu'ils ont pris acte de leur décision de quitter l'organisation en leur donnant un moratoire de 6 mois pour réfléchir encore sur leur décision effectivement de partir ou s'ils sont toujours dans l'indécision. Je pense qu'il ne faut pas perdre du temps. Il faut rapidement passer à la phase. Après, il faut penser désormais à la CEDEAO des 12, parce que tant que ces militaires seront au pouvoir, je ne vois pas ce qui peut encore changer. Si entre-temps, il y a des civils qui viennent aux affaires, ou bien s'il y a d'autres coups d'État qui amènent d'autres militaires plus favorables à la CEDEAO au pouvoir, oui, ça peut changer dans les 6 mois. On ne sait jamais. Peut-être que ces chefs d'État-là, ils ont dans les 6 mois le temps d'essayer de déboulonner ces dirigeants, parce que nous sommes en politique, tout est possible. Donc, sinon, si ce ne sont pas ces hypothèses-là, il n'y a plus débat. Ils ont décidé de partir, ils ont pris toutes les dispositions, ils vont s'en aller. Ils ont quitté la CEDEAO. Je pense que c'est une première étape. Moi, je suis presque convaincu que s'ils évoluent comme ça, ils vont aussi quitter l'UEMOA. Parce que moi qui suis beaucoup l'actualité dans ces pays ces derniers temps, ces derniers temps, il y a eu beaucoup de manifestations au Niger, au Mali notamment, où les gens ont clairement décidé aux militaires de penser à la création d'une monnaie EAES. Ce débat-là est déjà en cours. S'ils créent une monnaie de l'AES, ils n'ont plus... ce qui unit aujourd'hui les États de l'UEMOA, c'est le CFA. Le premier facteur qui fait que cet espace, cette union économique-là existe, c'est la monnaie, c'est le CFA. Une fois qu'ils ne seraient plus membres de la zone franc, qu'ils vont quitter cette zone-là, objectivement, il n'y aurait plus de raison de les maintenir au sein de l'UEMOA, vous voyez. Donc, c'est une étape. Et ils évoluent progressivement, ils vont quitter la CEDEAO, ils vont évaluer les conséquences, comment ça s'est passé, et tout. Et puis après, quelques ans ou quelques mois ou quelques années après, ils vont dire, bon, on a décidé de créer une monnaie AES et s'engagera donc. Et puis, les leaders d'opinion qui sont plutôt favorables à ces militaires-là, ils mettent le point sur cet aspect, parce qu'on parle beaucoup de souveraineté. Ils nous disent toujours qu'on ne peut pas parler de souveraineté sans une monnaie qui leur est propre, parce qu'ils estiment que le CFA, c'est un vestige de la colonisation, que l'impérialiste français est derrière cette monnaie-là, et qu'ils ne peuvent pas revendiquer une souveraineté, affirmer leur souveraineté et continuer à utiliser une monnaie contrôlée par la France. Donc, logique pour logique, ils en arriveront un jour à quitter la zone franc si le processus qu'ils ont lancé se poursuit. Alors, nous allons passer au second sujet en RDC. L'annonce d'une réforme constitutionnelle par le président Tshisekedi a provoqué un tollé à 1 an des élections présidentielles. Cette initiative soulève des interrogations légitimes. Martial Akwete, pourquoi cette réforme intervient à quelques mois des élections? Cette réforme annoncée, ce n'est pas une réforme déjà actée. Le processus reste encore très long. Et donc, l'idée simplement émise par le président Félix Tshisekedi d'apporter la réforme, certainement, il est le seul à pouvoir comprendre exactement ce qu'il en est, pourquoi est-ce qu'il veut faire cette réforme en ce moment. Pour ce qui est de ma part, je pense que la question fondamentale pour ou les préoccupations fondamentales pour les Congolais aujourd'hui, ce n'est pas forcément la révision de la Constitution,
parce qu'il faut dire que je me demande si c'est l'opportunité bien placée pour apporter ces modifications à la Constitution. C'est une Constitution que Félix Tshisekedi lui-même a défendu à un moment donné, 2015 avec Joseph Kabila et tout. Il a été contre la modification de cette constitution. Il a fait exercer son premier mandat. Il entame son deuxième mandat et puis il envisage de modifier la constitution. Je pense que la modification de la constitution en elle-même n'est pas un problème. La constitution n'est pas quelque chose de figé. On peut l'adapter compte tenu des évolutions. Mais est-ce que c'est le moment opportun pour parler de modification de la Constitution? Et si l'on doit parler de Constitution, s'il faut parler de modification, qu'est-ce qu'il faut changer fondamentalement dans cette Constitution? Et en même temps, c'est le risque que l'on constate en Afrique. Aujourd'hui, en Afrique, très souvent, quand on parle de modification de constitution, en même temps, on parle l'aspect concernant les mandats. Et c'est ça qui inquiète et qui entraîne cette tollée qu'on arrive à observer. Et donc, aujourd'hui, il y a la question que moi je trouve pas du tout opportune. Il y a la RDC qui traverse une crise sécuritaire importante dans l'Est, et puis Félix Tshisekedi, pour être réélu, a dû miser sur cet aspect de la chose en jouant son coup de poker qu'il allait déclarer la guerre au Rwanda au lendemain de son élection, ce qu'il n'a toujours pas fait. On ne sait pas quand est-ce que ça va avoir lieu. Et donc les Congolais attendent des solutions concrètes. L'inflation est à la hausse, les questions d'infrastructures de base, l'électricité, l'eau, sont des situations qui gangrènent énormément la RDC aujourd'hui. Il y a des millions de déplacés internes et ce que les Congolais attendent, c'est qu'on leur règle ces situations-là, mais que l'on ne se lance pas dans un débat, dans une préoccupation constitutionnelle qui risque de diviser encore les Congolais et de faciliter, je ne sais pas comment on dit, de faciliter l'occasion à des crises qui vont déstabiliser davantage le pays. Rudolf Kall, comme le dit Martial Akwete, cette réforme pourrait-elle entraîner des crises institutionnelles? Bon, on parle jusqu'à présent de réforme, mais rien n'est encore sûr, c'est juste une annonce qui fait débat parce que c'est le président qui l'a faite. Alors, je vous explique brièvement. Félix Tshisekedi a été réélu pour un second mandat l'année dernière, en décembre. Il a prêté serment en janvier 2024. Donc, il est au pouvoir jusqu'en 2029 parce que son mandat est de 5 ans. Donc, les prochaines élections, normalement, vont se tenir en 2028, en décembre. Il y aura son successeur et puis il va passer la main, si on doit être fidèle à la Constitution actuellement en cours, en janvier 2029. Il y a des intangibilités. La Constitution en RDC est un sujet extrêmement délicat parce que ça a été adopté dans une période de crise profonde où la communauté internationale a été obligée de venir au secours de la République démocratique du Congo avec des experts internationaux payés par les Nations Unies pour aider à élaborer cette constitution. Donc, ils ont mis ce qu'on appelle des intangibilités dans la constitution, la forme de l'État, le nombre de mandats. Ils ont verrouillé ces intangibilités et pour les modifier, il faut forcément, on ne peut pas uniquement rester au Parlement pour les modifier, il faut aller à un référendum. Non. Félix Tshisekedi, qui sait qu'il est à son dernier mandat, il doit quitter le pouvoir en 2029, il lance le débat actuellement et bon, quelque part, il a utilisé 3 terminologies, moi je l'ai suivi un peu. Quelque part, il a parlé premièrement de changement de la Constitution, ça a provoqué un vif tollé parce que les gens estimaient qu'il veut il pense déjà à un 3e mandat, faire tabula rasa, mettre les compteurs à 0 et puis repartir. Et bon, il s'est ravisé, il est allé quelque part, il a parlé de révision. Les gens lui ont dit oui, pour réviser la constitution congolaise, c'est pas facile parce que il faut pour certains articles verrouiller, forcément aller à un référendum. Et il a fait une 3e déclaration lors d'une sortie où il a parlé de réforme constitutionnelle, qui est un thème plutôt vaste, général, bateau, où on peut mettre aussi bien changement que révision. Donc, le débat se poursuit actuellement. Est-ce que, comme Martial l'a dit,
nos hommes politiques doivent avoir un peu de l'amour pour leur peuple. Au moment, la situation que traverse la République démocratique du Congo aujourd'hui actuellement, est-ce que c'est le débat qu'il faut poser si on suit le timing, est-ce que c'est de ce débat-là que les Congolais ont besoin? Alors que dans l'Est, il y a le M23 qui ne cesse d'avancer, qui ne cesse de conquérir des villes. Et puis, bon, apparemment, le président n'est pas trop préoccupé par cette situation. Ce qu'il veut, c'est comment faire pour se maintenir au pouvoir. C'est triste. Vous savez, normalement, si je ne me trompe, hein, moi j'ai discuté avec certains Congolais qui m'ont dit qu'il y a des dispositions ou bien une disposition dans la Constitution congolaise qui dit qu'on ne peut pas toucher à la Constitution, on ne peut pas parler de modification constitutionnelle si le pays, l'intégralité du pays n'est pas garantie, si il y a état d'urgence ou bien le pays est en situation de guerre, on ne peut pas parler de modification constitutionnelle. Alors que vous savez que dans l'Est actuellement, le pays est sous état d'urgence depuis des années, on renouvelle, mais on ne trouve aucune solution. La guerre se poursuit. Et puis, bon, lui, il ne pense pas trop à ça. C'est comment faire pour se maintenir au pouvoir. Je trouve que c'est triste. Et les hommes politiques doivent penser un peu au peuple que de passer tout le temps à se battre pour se maintenir au pouvoir. Alors, pour finir, Martial, à côté, est-ce que cette réforme constitutionnelle est-elle un outil de modernisation ou une manœuvre politique? Outil de modernisation, mais je ne vois pas ce qu'il faut moderniser là. Je pense plutôt que ça c'est un agenda politique dont la seule personne au courant, c'est peut-être le président Félix Tshisekedi et les membres de son gouvernement. Encore qu'à l'intérieur de son gouvernement, il y a déjà des voix divergentes par rapport à cette réforme constitutionnelle annoncée. Ce que je pense, c'est qu'il faut observer la situation en RDC. Ce n'est qu'une annonce. Le président a affirmé qu'une commission sera constituée en janvier 2025 et donc la réflexion sera engagée par rapport au sujet. On doit devoir définir ce qu'il y a à modifier. Si c'est qu'il faut changer la constitution, bien là, ça devient un travail beaucoup plus sérieux qui va se faire sur un bon bout de temps. Et après tout cela, il faut qu'il y ait suffisamment de concertation politique pour que le pays ne verse pas dans une crise assez critique à partir du moment où déjà nous avons vu en 2015 quand Kabila a annoncé modifier la constitution, nous avons vu les morts qu'il y a eu, la tension et tout ce qui s'est déroulé. Et aujourd'hui, vous voyez des opposants qui, depuis le début, ont du mal à s'entendre. Mais sur cette question, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi se réunissent et veulent former une coalition face à Félix Tshisekedi. Et donc, si on entame la procédure et que l'on constate en même temps qu'il y a de forts risques que cette situation dégénère, je pense qu'il serait nécessaire que le peuple congolais décide d'obliger ses dirigeants à adopter la posture qui leur est convenable. Merci à vous, Rudolph Karl. Un dernier mot très rapidement. Oui, comme le disait Martial, moi, ça va plutôt provoquer beaucoup de casse. Ce projet-là est voué à l'échec parce que, comme il a dit, l'opposition se mobilise, la conférence épiscopale à Senko se mobilise. Donc, dans son propre camp, les gens ne sont pas totalement d'accord. Vous allez à l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui en est le président, joue maintenant la carte de la prudence. Il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non. On sait qu'il y a un accord entre lui et Félix Tshisekedi, et puis Félix Tshisekedi reste au pouvoir pendant 10 ans. Il lui passe la main, après lui aussi, il gouverne un peu. Mais si Tshisekedi veut s'éterniser au pouvoir, ça veut dire qu'il ferme la porte à Vital Kamerhe, et puis ça ne va pas bien se passer, parce que il y a plein d'autres personnes en République démocratique du Congo qui ont envie aussi de diriger ce pays-là. Lui, il ne va pas, ce que le peuple n'a pas permis à Kabila et Joseph Kabila de faire, je ne pense pas que lui pourra le réussir. Encore qu'il faut dire que Kabila aussi se mobilise pour que ce projet ne passe pas. Donc, je pense qu'il est engagé dans une entreprise qui va plutôt causer des pertes en vies humaines et bon, une entreprise sans lendemain qui va faire juste des casses. Et puis bon, c'est dommage que la République démocratique du Congo soit dans cet éternel recommencement, ce pays vaste où il y a plein
de ressources naturelles, où les populations comptent parmi les plus pauvres sur le continent parce qu'il y a la mauvaise gestion, les dirigeants ne pensent pas au peuple. Donc, il faut passer à autre chose, il faut que ces dirigeants-là se ravisent et puis essayent de penser à l'intérêt général que de chaque fois penser à leurs intérêts personnels. C'est la fin des 26 minutes en Afrique et dans le monde. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On retient que la rupture de l'AES avec la CEDEAO s'annonce à petits pas, oui, mais une rupture stratégique. Et cela s'entend déjà avec la possibilité qu'offre l'AES d'offrir, de laisser passer facilement les ressortissants de la CEDEAO sans visa. Réforme constitutionnelle en RDC, une initiative controversée mais qui risque de mettre en mal l'équilibre démocratique du pays. Merci encore une fois de nous avoir suivis et à dimanche prochain pour un autre numéro des 26 minutes en Afrique et dans le monde.